And this was a project I embarked on a few years ago to create the hopefully one of the greatest Formula One teams that will be. Le 13 février dernier, Lawrence Sheldon Strulovich, dit Lawrence Stroll dans le milieu, déclarait avec aplomb lors du lancement de l'Aston Martin AMR 23 qu'il voulait créer l'une des meilleures écuries de Formule 1 qui sera. Alors, on n'est pas sur un gars qui veut juste jouer le titre, mais qui veut en gagner plus d'un et qui veut que son écurie marque l'histoire de la Formule 1. Lawrence Stroll ne s'est pas contenté de seulement placer des objectifs comme un peu toutes les autres écuries, ce qui est normal, mais il a apporté une véritable vision du futur de ce que Aston Martin, la marque, doit être sur la piste en Formule 1 et en dehors, et pas seulement sur les routes de manière globale. S'il y avait bien un moment pour se lancer en Formule 1 et faire des investissements assez massifs pour tenter de devenir l'une des plus grandes équipes de l'histoire, bah effectivement, c'était bien maintenant qu'il fallait le faire. Alors, à la veille du Grand Prix d'Australie 2023, avec 2 podiums en 2 courses à la régulière, est-ce que l'on est en train d'assister au début de l'accomplissement de la vision de Lawrence Stroll ? Et puis on peut aussi se poser la question de comment Aston Martin est-elle en train de devenir finalement la nouvelle écurie moderne de référence pour ces prochaines années en Formule 1. On va tenter d'y voir un peu plus clair. Nom de nom. Mais comment on passe d'une P7 un peu difficile à une P2 en un seul hiver? Comment on gagne 2 secondes au tour sur le même circuit en un an? Pourquoi les autres écuries ne font pas la même chose, vous allez me dire? On peut prendre 3 grosses variables qui ont fait en sorte qu'à la fin des essais hivernaux, beaucoup d'entre vous étaient un peu sceptiques, un peu comme si on était Serge le Mito, quand on vous disait que Aston Martin, ça allait rouler fort. Mais d'où ça sort, quoi? D'où ça sort? Eh bien, on a bien le recrutement, l'investissement dans des infrastructures, et le temps de développement, parce que, bah oui, il faut un peu de temps. Aston Martin, et ce n'est pas un secret, est allé chercher tout simplement les meilleures têtes pensantes de la Formule 1 qui étaient prêtes à entamer un nouveau challenge, et le DRH d'Aston Martin, bah, il n'a pas fait dans la demi-mesure, et il a eu raison. Et même Lawrence Stroll, je pense qu'il lui a mis un petit truc pour lui dire « Eh frérot, là, on veut les meilleurs ». Dan Fallows, responsable de l'aérodynamique chez Red Bull Racing, second d'Adrian Newey, s'est envolé de ses propres ailes. Petite vanne, voilà, c'était pour moi, pour prendre le rôle de directeur technique chez Aston Martin depuis le 2 avril 2022. Et pour le faire venir, il y a eu un petit peu bataille concernant son contrat. Rien de nouveau, mais ça n'a pas été facile. Alors on y ajoute évidemment d'autres ingénieurs de chez Red Bull, et pas que, selon les propos d'Helmut Marko. Et on mélange tout ça avec un Eric Blandin, ancien chef aéro de chez Mercedes, ou encore Luca Furbato, designer chez Alfa Romeo. Et boum, vous obtenez d'abord des pontons un peu à la Red Bull, Barcelone 2022, et puis vous avez une voiture complète reprenant certains concepts de la voiture qui a écrasé la concurrence l'année dernière, la RB18. Alors à cette addition, on peut parler du recrutement de Mike Krack en team principal, de Martin Whitmarsh à la direction du groupe Performance d'Aston Martin, de Sebastian Vettel, puis de Fernando Alonso, puis le champion de F2 qui n'intéressait visiblement pas tant de monde que ça, et c'est bien dommage, Felipe Drugovich, ou encore bien Stoffel Van Dorn. Depuis que Stroll a mis de l'argent, ça a recruté à tour de bras depuis 2019 à peu près. Ça n'a pas arrêté. Alors Aston Martin est aussi en train de construire une toute nouvelle usine à 235 millions de dollars, hyper ergonomique, à la pointe de la technologie, avec une soufflerie, tout ce qu'il faut pour être une écurie de Formule 1 à part entière. Et le moteur fait maison finira par arriver, peut-être pas pour 2026, mais en tout cas c'est dans les plans à long terme. La première partie de l'usine devrait être opérationnelle courant d'année 2023, donc là en mai à peu près, la soufflerie pour 2024, et donc la première F1 conçue dans ce tout nouveau complexe, ce tout nouveau campus, devrait voir le jour bien pour 2025, donc ça va arriver quand même assez vite. On assiste aujourd'hui finalement à la première usine de Formule 1 made in 2020 ou 21e siècle, pensée pour gagner et sortie de terre directement avec tous les outils pour pouvoir concevoir, développer et construire une Formule 1 moderne. Je prends pas en compte les rénovations des autres usines et les autres extensions qu'on a pu voir d'ailleurs chez Red Bull ou même à Viry-Châtillon d'ailleurs, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Et enfin, pour améliorer de 2 secondes autour sa voiture, eh bien il faut du temps. Alors, pas n'importe quel temps, il faut du temps de soufflerie et de CFD. En étant 8e avant le 30 juin l'année dernière, Aston Martin a bénéficié de 105% de temps de soufflerie pour développer sa voiture. Puis c'est repassé à 100% fin 2022 en étant 7e du championnat. Cela fait donc 30, 25 et 20 points de plus en nombre de tests possibles par rapport aux équipes de tête, ce qui permet de chercher plus d'idées, d'être plus précis que tous les concurrents qu'ils ont devant eux. Alors c'est bien, cela leur donne un véritable avantage sur les écuries avec lesquelles ils se battent aujourd'hui,
Mais rebelote le 30 juin de cette année, oui, s'ils conservent la P2 aux constructeurs. Ils vont perdre en nombre d'essais de développement, ce qui va impacter un petit peu leur fin de saison 2023, mais va un peu plus peser sur la voiture 2024. Il faut donc qu'ils en tirent un maximum de profit de ces semaines qu'ils ont devant eux pour valider et ancrer définitivement les bases d'un concept qui va simplement avoir besoin d'évoluer jusqu'à 2026 et les nouvelles règles en espérant continuellement trouver de la performance sans devoir repartir d'une feuille blanche et avoir beaucoup moins de tests, enfin ceux-ci sont devant beaucoup moins de tests, pour développer un nouveau concept comme c'est le cas par exemple pour Mercedes. Aston Martin se retrouve donc à jouer avec les écuries de devant, devenant petit à petit elle-même un top team par ses recrutements et ses nouvelles installations qui se traduisent par des résultats concrets en piste. La vision de Stroll est donc bien en marche. Bon, Aston Martin est donc passé de P7 à P2 en un hiver, mais la vraie question qui se cache derrière les trois variables dont on a parlé juste avant, c'est comment Lawrence Stroll a réussi à les réunir et à les faire fonctionner ensemble. Aujourd'hui, on est limité en termes de budget sur tout ce qui est lié à la performance de la voiture et cela comprend bien évidemment ce qu'on appelle la masse salariale de chaque écurie de Formule 1, c'est-à-dire la somme totale que représentent tous les salaires des employés, sauf les trois plus gros salaires de l'entreprise. Pas déconner, faut bien se mettre des petits billets dans la poche. Donc déjà de base, l'argent ne suffit plus ou pas à acheter les services des plus brillants ingénieurs disponibles ou que l'on voudrait aller chercher dans d'autres écuries. Il faut d'autres raisons qu'un chèque qui ne peut pas être trop gros. J'ai quand même un petit doute sur le fait que des primes à signature soient incluses dans le budget plafonné. Je sais pas si c'est le cas ou pas. Si jamais vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la donner. Il faut aller voir le règlement financier, là j'avoue que un peu compliqué de tout éplucher. Il faut donc jouer sur d'autres tableaux que l'argent, toucher la corde sensible, vendre un projet, une vision dans laquelle la personne peut s'y voir ou encore à des conditions de travail qui paraissent peut-être géniales. La nouvelle usine est donc là aussi un argument de vente assez intéressant pour les candidats qu'ils sont allés chercher. On parle de salles de fitness, d'un bon restaurant, d'une configuration de bureau qui permet de travailler de manière plus harmonieuse, d'avoir de l'espace, bref, on a l'impression que cette nouvelle usine est digne des campus de la Silicon Valley dont on vante souvent les mérites. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On verra, mais en tout cas, on n'est plus dans un petit espace étriqué, quoi. Là, on peut tout faire, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Et alors, j'ajoute aussi que l'usine créée par Eddie Jordan, lorsqu'il a démarré cette écurie il y a 30 ans, va être détruite pour faire place à un nouveau bâtiment. Contrairement aux autres écuries, on rénove pas, on modernise pas, on ne garde rien, on repart d'une feuille blanche comme si finalement Jordan n'avait jamais existé. Cela me fait donc arriver à mon dernier point pour le recrutement, la vision de Lawrence Stroll. Je vous le rappelle, la vision de Stroll, c'est de faire d'Aston Martin l'une des écuries de F1 les meilleures qui sera dans les prochaines années. Faut bien comprendre que cela veut pas dire seulement remporter des championnats et avoir une voiture hyper performante, avec les meilleurs pilotes possibles, on va dire, parce que bon, voilà, hein. Mais ça veut aussi dire que l'écurie elle-même, l'usine, les gens qui la font, laisseront une trace dans l'histoire, tout comme quand on parle des infrastructures de Ferrari par exemple, on pense à cette fameuse maison à Maranello et son circuit de Fiorano. Bon alors autant que je mette les pieds dans le plat carrément, est-ce que Lawrence Stroll ne serait pas le monsieur Enzo Ferrari à la sauce 21e siècle? À première vue, je vais en faire criser plus d'un, mais hear me out comme on dit. Ça fait bien 30 ans que Lawrence Stroll traîne dans les paddocks de Formule 1, qu'il est passionné par l'automobile depuis probablement sa plus tendre enfance, et la Formule 1 en règle générale. Son rêve, c'était d'avoir une écurie de Formule 1 à lui, et il aurait tout à fait pu appeler son écurie Stroll F1 Team, comme on a eu Ferrari, McLaren ou encore plus récemment Haas. Mais non, si on ne le voit pas apparaître dans les dernières saisons de Drive to Survive, c'est surtout qu'être sous les feux des projecteurs ne l'intéresse pas, comme cela a été rapporté par l'un des producteurs de la série. Bien au contraire. Ce qui passionne Stroll, c'est son équipe et sa réussite, et elle ne se mesure pas autrement qu'avec des trophées. Il s'est attelé à aller chercher l'une des marques les plus emblématiques de l'automobile, rendue célèbre par James Bond, pour en redorer le blason dans un futur proche, avec de nouvelles sportives de route qui vont bientôt débarquer. Non seulement il est passionné, mais en plus de cela, il a un sens pour les affaires et les projets. Et encore une fois, même s'il ne possède pas la totalité légalement d'Aston Martin, c'est lui qui décide et qui est majoritaire dans les parts de l'entreprise. En fait, Lawrence Stroll incarne le projet Aston Martin comme Enzo Ferrari incarnait sa marque, car c'est lui qui donne l'impulsion sur la voie que doit prendre l'entreprise, et ce sont ses partenaires qui le suivent, et pas l'inverse. Et la dynamique, elle n'est pas du tout pareille chez les autres. Alors, est-ce que c'est plus impactant et plus stimulant de savoir que tu rentres dans une écurie dont le proprio est pas là pour blaguer du tout et qu'il a les moyens de ses ambitions et qu'il restera tant que il aura pas fait de son écurie une légende?
Oui, très probablement, et j'avoue que c'est un argument de vente assez incroyable quand on vient te recruter ou quand t'as envie d'aller les voir, quoi. Et il a dû marcher bien comme il fallait sur Fernando Alonso, par exemple. Alors oui, Lawrence Stroll n'a pas son pareil sur la grille en Formule 1 car il détient la propriété de l'écurie, mais surtout aussi du groupe automobile qu'il y a derrière, allié à un compte en banque qui déborde, ce qui lui donne une liberté absolument totale dans son ambition et le laisse maître de ses propres choix. Alors jusqu'où va aller Aston Martin? Ce n'est pas une question de si, mais plutôt de quand ils vont aller chercher un titre mondial. Et pour en faire une des meilleures écuries de l'histoire, faudra ensuite rester au top comme l'a fait Mercedes par exemple, pour espérer rentrer dans la légende. Et probablement qu'il faudra faire plus. Quoi? Je ne sais pas. Remporter 16 titres comme Ferrari sur des dizaines et des dizaines d'années. On verra. Alors évidemment, avec tout ce que je viens de vous dire, ça ne garantit évidemment pas la réussite d'Aston Martin. En revanche, ils se donnent énormément de moyens pour parvenir à leur fin. La question maintenant, c'est de savoir si ça va bien se passer ou pas, et il risque forcément d'y avoir des embûches sur la route. Aston Martin, par la vision de son propriétaire, va devenir une nouvelle référence de ce que peut devenir une écurie de Formule 1 moderne, entre usine et façon de travailler, entre vision et passion. La Formule 1 du 21e siècle vient peut-être de prendre un tournant, comme à l'époque le McLaren Technology Center de Ron Dennis, ou le circuit de Fiorano de Ferrari l'avait fait. Stroll vient de placer de nouveaux standards en Formule 1. Alors oui, un peu comme Serge le Mytho, Lawrence Stroll nous raconte des histoires assez folles et peu croyables au début, qui parfois, ou souvent d'ailleurs, ont pu nous faire rire, mais aujourd'hui, Lawrence n'est clairement pas un mytho, il est comme Serge, incroyablement passionné.